Monsieur Gangat. Bonjour tout le monde. Nous allons... Alors, la conférence à laquelle vous allez pouvoir assister... Donc, ce sera elle va traiter de la prévention de la dépendance des personnes âgées. Voilà. Donc, un thème important au vu du vieillissement rapide de la population réunionnaise. Donc, il y aura plusieurs intervenants qui vont échanger sur ce point de vue. Ce ne sera pas vraiment une conférence, pour le coup, ce sera plutôt une table ronde qui traitera de ce thème important. Je leur laisse la parole tout de suite parce que le temps est compté. Voilà. Bonjour à tous. Nous allons donc parler de la prévention de la dépendance, de la perte de l'autonomie chez les personnes âgées. Il y aura plusieurs intervenants, donc moi-même, le docteur Daubigné, en ce qui concerne la prévention de la perte d'autonomie. La CPTS de Grand Sud, qui sera représentée par M. Jamil Gangat. Le département aussi avec moi, Elodie Beg. Au niveau du GIPSAP, Stéphanie Vergoz. Et l'association MND & Co avec Daphné Scott. Voilà, donc la prévention, on va essayer de simplifier les choses parce que c'est un gros chapitre et c'est vrai que là, l'essentiel, c'est de retenir un petit peu le minimum pour qu'on soit assez sensibilisé là-dessus. Les principales causes de la perte d'autonomie, juste pour rappel, hein, parce qu'il y a plusieurs causes évidemment, mais l'essentiel qu'il faudra retenir, surtout pour la population, pour la Réunion, c'est premièrement les maladies cardiovasculaires. C'est les AVC en priori, donc complications de l'hypertension, diabète, cholestérol, tout ça. Ce qui fait que c'est quand même première cause de perte d'autonomie. Et associé à ça aussi, une des principales causes de la perte d'autonomie, c'est les maladies neurodégénératives, type maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, enfin tout ça. Et c'est vrai que ces deux facteurs-là associés, des fois, c'est assez grave, on va dire. Hein. Et l'objectif, c'est de ne pas arriver à ça. Malheureusement, on verra qu'il y a quand même des cas où on n'y échappera pas. Et souvent, c'est associé à un facteur aggravant, c'est-à-dire un facteur extérieur. Hein. Ça peut être un isolement, ça peut être la perte d'un proche, un deuil. Ça peut être une fracture, ça peut être une chute. Il y a énormément de choses qui accélèrent justement cette perte d'autonomie-là. Alors, prévention de la dépendance, en France, même pendant nos études médicales, ça a été un petit peu laissé de côté, je vais dire. Par rapport aux pays anglo-saxons, le Canada, au niveau prévention, on est quand même un petit peu limité. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de culture de la prévention. Donc, ce qui fait que c'est déjà très compliqué. Les moyens à mettre au niveau de la prévention sont assez énormes. Et donc, tout ça fait qu'au niveau prévention, on est assez en retard par rapport aux autres pays. On a de la médecine professionnelle pour ceux qui sont dans le milieu professionnel. Pour la Réunion, où il y a beaucoup de chômage, et il y a énormément de gens en fait, qui ne bénéficient pas non plus de cette surveillance, n'étant pas dans le milieu professionnel. Les acteurs de la prévention, c'est tout le monde. Hein. C'est vrai que si on donne le rôle de prévention à telle ou telle personne, on aura encore plus de mal à y arriver parce que c'est assez complexe. Après, il y a le rôle du club de troisième âge qui est évidemment assez important dans cette prévention-là. Alors, qu'est-ce qu'il faudra surtout faire, les choses les plus simples à faire, c'est de repérer les fragilités. Et c'est ce qu'on va vous proposer cet après-midi pendant cette conférence. C'est-à-dire, c'est quoi les fragilités Qui doit repérer ces fragilités-là? Ça sert à quoi exactement? À quel moment il faudrait repérer ces fragilités-là? Est-ce que c'est à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à tout âge de la vie? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et puis avec quels moyens, justement? Comment? Est-ce qu'il faut au niveau communication, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut beaucoup de moyens? Comment on va faire pour justement avoir le plus de sensibilisation possible? Donc tout ça fait que c'est très compliqué. Hein.
Alors, moi, je distingue 3 niveaux. Donc, on va essayer de dérouler les 3 niveaux. Je serai aidée par mes collègues pour chaque niveau. Alors, la prévention de la dépendance, on va parler d'abord donc au premier niveau du repérage des fragilités. Ça veut dire que les personnes n'imaginent même pas qu'ils peuvent être dépendants un jour et n'imaginent même pas qu'ils sont déjà fragiles. Et c'est justement là que c'est compliqué parce que dire à quelqu'un, attention, vous allez être fragile, vous allez être dépendant, si vous continuez dans cette voie-là, bah, voilà, on peut toujours causer, ça va pas rentrer. Donc, qu'est-ce qu'on va dire au niveau des éléments de repérage? Alors, les éléments de repérage, c'est la mobilité, c'est la mémoire, la nutrition, l'état psychologique, la vision et l'audition. Ça, c'est les éléments donc, qui ont été proposés. Et il y a une expérimentation qu'on va vous présenter tout à l'heure qui s'appelle ICOP, qui va vous démontrer un petit peu comment on va faire ces repérages-là. Dans ces repérages-là, c'est du repérage, donc tout le monde peut repérer. Ce n'est pas forcément les professionnels ou les professionnels de santé, c'est vraiment au niveau de tout le monde. Pourquoi repérer la mobilité? Parce que justement, si on repère ces fragilités-là, forcément, on aura une action sur la prévention de la perte d'autonomie. Donc il faut agir là-dessus, sur la mobilité, avoir l'accessibilité, avoir du transport adapté. Il faut que les personnes soient toujours mobiles, sortent de chez eux à tout âge, avoir une activité physique adaptée à l'âge, avoir des aides techniques s'il y a besoin et que ce soit accessible pour tout le monde. Concernant la mémoire, il faut aussi avoir des relations sociales, c'est très important. Ça aide à maintenir, à stimuler sa mémoire. Et puis, il y a des activités aussi pour stimuler la mémoire. En ce qui concerne la nutrition, c'est très important parce que c'est un facteur qui peut justement entraîner une perte de l'autonomie. Alors, juste, il n'y a pas grand-chose, je reste très simple au niveau de la nutrition. Il faut préférer les produits frais et surtout les produits de saison. C'est vrai que si je vous dis en ce moment, c'est la saison, quelle est la saison des fruits en ce moment, qu'est-ce que vous avez comme légumes? Si déjà vous ne savez pas, c'est qu'il y a un souci. C'est que voilà, on a repéré déjà la fragilité. Faut savoir. Privilégier les produits pays, évidemment. Les épices, curcuma, gingembre, l'ail, tout ça, c'est très important. Privilégier les aliments crus. Éviter la friture et la préparation industrielle, même s'il y a il n'y a plus trop d'huile à la Réunion. Il ne faut pas paniquer, c'est très bien. Avoir une bonne dentition, ça c'est important aussi, parce que ça peut avoir des conséquences sur la digestion. Stimuler l'odorat, c'est aussi important pour la nutrition, surtout chez les personnes âgées. Au fur et à mesure de l'âge, au fait, on perd l'odorat et c'est pour ça que les personnes âgées peuvent perdre l'appétit et ils n'ont pas envie. Donc, en fait, il faut stimuler, voilà. Et puis, surtout, il faut préparer ses repas et cuisiner. Voilà. Plus vous allez manger tout près, plus il y aura des risques au niveau de la nutrition. Au niveau de l'état psychologique, c'est très important aussi. Moi, je résume tout en disant il faut avoir une pensée positive. Il faut voir le verre à demi-vide ou à demi-plein. Peut-être voir le verre à demi-plein. Lutter contre le stress et ne pas se poser trop de questions sur la vie parce qu'il y a plein de choses, on ne peut pas tout maîtriser. Lutter contre les addictions, c'est sûr. Et puis surtout accepter l'accompagnement d'un professionnel. Il y a des gens qui pensent que quand ils ne sont pas bien, ils n'ont pas besoin, ils ont besoin de personne en fait. Il faut voir les psychologues, il faut justement à ce moment-là être aidé parce que... Voilà. Et ça, c'est à nous de stimuler, de sensibiliser les gens sur l'état psychologique. Moi, je mets là en exergue le rôle du psychomotricien qui n'est pas très, très bien connu, mais qui peut apporter énormément de choses, surtout après un AVC, au niveau psychologique et au niveau moteur. C'est très important que le cerveau puisse travailler à nouveau avec un corps que lui-même, il n'a pas trop compris, parce qu'au final, il y a eu tellement de changements, une perte d'un côté, et tout ça, c'est très compliqué, donc il faut une rééducation, et le rôle d'un psychomotricien est très important. Ça bloque. Je peux plus avancer. Alors pour finir, dans le repérage des fragilités, la vision, contrôler régulièrement, avec les écrans, avec tout ce qui nous arrive, c'est vrai que ça va être un peu plus compliqué dans le futur. Et puis surtout aussi encourager les personnes âgées à se faire opérer de la cataracte, parce que c'est pas grand-chose.
Des fois, juste ça, ça peut changer la vie. Et puis pour l'audition, c'est assez problématique parce que la communication non verbale, c'est assez compliqué. Il n'y a pas assez d'orthophonistes qui travaillent là-dessus, mais ça devrait être aussi, tous les professionnels devraient se former là-dessus. Et puis le bon réglage des appareils auditifs. Moi, je connais plein de monde que tellement les appareils auditifs sont très difficiles à régler. Et il y a très peu de professionnels qui le règlent bien. Du coup, il y a plein de personnes âgées. L'appareil, il traîne sur la table de chevet parce que, de toute façon, ça les gêne. Quand ils les mettent, c'est jamais adapté, c'est pas bon. Donc, voilà. Donc, il faudrait aussi faire attention à cela. Et c'est à nous tous d'être vigilants là-dessus. Voilà, très rapidement, ce qui concerne le repérage des fragilités. Je laisse la parole à mon collègue pour parler de l'expérimentation ICOP. Alors, l'objectif, c'est pour permettre au plus grand nombre de vieillir en bonne santé et de limiter le nombre de personnes âgées dépendantes dans les années à venir. Voilà, merci. Oui, on les a rencontrés pour la première fois, le docteur Franco, il y a 2 jours. Peut-être pour le temps que M. Gangat se prépare, juste une petite question. Est-ce que ça concerne beaucoup de gens à La Réunion, beaucoup de personnes âgées, cette notion de dépendance? Alors la notion de dépendance, vous savez, on a une évaluation de la dépendance qu'on appelle, nous, le GIR. GIR 1, 2, 3, 4. Le GIR 1, GIR 2, c'est vraiment les personnes qui sont très, très lourdement dépendantes. Les GIR 3, GIR 4, c'est qu'il y a une dépendance moyenne. À La Réunion, ceux qui demandent de l'aide, parce que forcément, nous, au niveau du département, on répertorie toutes les personnes dépendantes qui demandent de l'aide. On est à peu près à 20 000 personnes âgées. Quand même. Voilà. Oui. Donc ces 20 000-là, dans les années à venir, avec la transition démographique qu'on va connaître, il y aura de plus en plus de personnes âgées. On sait qu'en vieillissant, on n'est pas forcément en bonne santé, justement parce qu'il n'y a pas assez de prévention, parce que voilà. Et ce qui fait que dans les 10 ans à venir, il y aura peut-être 30 000 ou plus. Voilà. Donc ça va, c'est à ce moment-là c'est en ce moment qu'il faudrait agir et qu'il faudrait vraiment que tout le monde prenne conscience de ce qu'il faudra faire. Alors le problème, c'est que à partir d'un certain âge, il y a des messages qui ne passent pas. Le message de prévention, c'est pour ça qu'on va parler de repérage des fragilités, c'est à 40-50 ans. C'est pas à 70 ans qu'on va commencer à parler de prévention, c'est trop tard. Il y a une anticipation. Monsieur Gangat, si vous... c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Jamil Gangat. Je suis enseignant en activité physique adaptée, santé, et éducateur territorial des activités physiques sportives à la collectivité de Saint-Joseph, au CCAS. Et en ce sens, je suis partenaire dans le cadre de la CPTS, donc c'est la communauté professionnelle du territoire de santé Grand Sud Réunion. Et dans cette communauté professionnelle, interagissent des professionnels de santé qui viennent d'établissements aussi médico-sociaux. Et c'est un grand regroupement de professionnels de la santé, mais également du sport. Et c'est justement l'objet de la présentation, c'est d'insister sur l'importance de l'activité physique régulière, progressive, durable auprès des personnes âgées. Donc on est comme le disait le docteur précédemment, dans l'idée de préservation de l'autonomie, de maintien de la robustesse. Alors la robustesse, si on devait trouver un synonyme en créole, on dirait rester gaillard, rester en forme et pouvoir continuer à faire ce qui nous plaît. Et l'activité physique permet de se constituer un meilleur réservoir d'énergie pour faire face aux actes de la vie quotidienne, pouvoir aller faire ses courses, aller aux visites médicales, aller voir ses amis, garder une vie sociale. Donc on est bien dans une démarche avec la communauté professionnelle du territoire de santé, d'un projet de santé global, n'est-ce pas, qui se décline sur 3 communes, donc Saint-Joseph, Petite-Île et Saint-Philippe. On va passer la slide. Ah. Merci. Donc, à titre de rappel, la CPTS donc, regroupe
toutes ces corps de métier, comme on indiquait, donc les collectivités également, les communes, les CCAS, les associations, et puis les établissements sanitaires, médico-sociaux. Voilà, il y a des groupes de travaux, des axes de projets, et c'est une communauté professionnelle donc, qui s'est créée en 2020, et la mise en œuvre des actions a démarré depuis 2021. Donc, la CPTS a plusieurs missions. La première étant l'accès aux soins. Et je insisterai sur la mission 2, puisque c'est le titre de la conférence, le parcours de la personne âgée. Donc, comment repérer et surtout prendre en charge la fragilité. Donc, on verra à une des slides suivantes quelle définition on met derrière la fragilité. Et puis, donc, la fragilité, c'est un syndrome clinique qui reflète une diminution des capacités physiologiques de réserve. On parlait de réservoir d'énergie tout à l'heure, qui altère les mécanismes d'adaptation au stress. Alors, si on peut rétro-pédaler pour revenir juste un instant sur donc, à titre d'introduction, comme l'a dit le docteur précédemment, donc l'expérimentation ICOP, c'est une innovation. Donc, c'est, pardonnez mon anglais, c'est Integrated Corporate Older People. Donc c'est un programme de soins intégrés. Donc c'est un programme qui vient de l'Organisation mondiale de la santé, qui a été développé par le Gérontopole de Toulouse. Et à La Réunion, on peut être fier d'accueillir pour la première fois en Outre-mer ce dispositif ICOP, qui est un outil numérique en fait pour repérer la fragilité, où les personnes vont être accompagnées par un professionnel de santé ou quelqu'un de la famille, où vont pouvoir s'auto-évaluer sur toutes les capacités fonctionnelles dont a parlé le médecin tout à l'heure, au niveau auditif, visuel, etc. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail. Et l'étude 5P, c'est aussi une innovation. Donc ce sont un parcours de prévention qui est lié aux ateliers à tout âge. Donc il y a une étude recherche qui a concerné une centaine de personnes dans le sud de l'île et qui est en train de s'étendre. En fait, c'est pour prouver en quoi l'activité physique, les activités autour de la mémoire, de la nutrition vont permettre aux personnes de maintenir leur fameuse robustesse ou gaillardise. Il faut qu'on trouve ensemble le synonyme de robustesse en créole. Alors, là, donc je ne vais pas aborder les autres missions que la CPTS décline. Donc on va avancer sur ICOP. Donc l'OMS indique que l'enjeu justement qui est sociétal, mondial, c'est que d'ici 2025, il y aura 15 millions de personnes âgées dépendantes. Donc à La Réunion, avec le vieillissement de la population que l'on connaît aussi, il y a tout le problème de prise en charge de la dépendance. Donc comment bien en amont intervenir pour que les personnes vieillissent en santé, gardent leurs fonctions. Donc il y a à travers ce programme ICOP, donc ces 6 fonctions de la capacité intrinsèque, la vue, l'audition, la cognition, le bien-être psychique, l'état de nutrition et la mobilité, donc la locomotion, comment encore pouvoir se déplacer. Donc les personnes vont pouvoir, avec un accompagnement ou en auto-évaluation, avec l'outil numérique, donc ICOP Monitor, c'est une application, lorsque une de ces fonctions est repérée comme défaillante, eh bien, il va y avoir à la suite un parcours de soins qui va être proposé. Alors c'est un peu technique comme cela, mais ça se concrétise, ça se matérialise par un parcours de soins qui va être personnalisé, qui va être individualisé et dans laquelle donc la mise en place sur le territoire des ressources nécessaires pour prévenir la dépendance et le soutien aux aidants. Donc c'est bien l'idée que les professionnels de santé puissent avoir une confiance dans les professionnels du sport santé. Ils vont orienter leurs patients personnes âgées vers ces accueils, ces clubs. Donc on y viendra sur la dernière slide. Donc là, il y a un focus sur le programme de recherche 5P. Alors les 5P, il faut que je les retrouve dans ma mémoire, mais c'est parcours personnalisé, prescriptif. Et puis, il m'en manque 2 que je retrouverai. En tout cas, il y a prévention. On pourrait dire que c'est presque 5 fois prévention, mais c'est la prévention bien en amont de la dépendance. Comme le disait le docteur, c'est pas à l'âge de 70, 75 ans qu'on va s'inquiéter de son état de santé, mais c'est bien en amont, à l'approche de la retraite et avant la retraite. Donc, le programme 5P, il a concerné plusieurs dizaines de seniors, donc sur le bassin sud, Saint-Pierre, Saint-Joseph, Petite-Île, Saint-Philippe. Donc il y a une première
Donc ce sont des tests de capacité physique avec des capteurs au niveau on va mesurer l'équilibre de la personne dans le comment dire, là vous voyez si on ça c'est une analyse graphique scientifique à partir de capteurs qui sont fixés sur le corps de la personne et qui va mesurer la longueur des pas, à quel moment l'équilibre postural est défaillant. Et donc, on va travailler justement par l'activité physique, par le renforcement des muscles, par le renforcement de la densité osseuse pour éviter également les chutes. Donc, on va permettre aux personnes de prévenir l'apparition de la maladie et particulièrement la prévention des chutes. Et dans le continuum de cette étude recherche 5P, et vous avez les fameux ateliers du bien vieillir, les ateliers à tout âge. Donc ça, c'est une innovation à La Réunion aussi, qui est pilotée par le GIE Vieillissement Actif, la CGSS, avec tout un ensemble de partenaires. Donc il y a les ateliers du bien vieillir au niveau mémoire, mobilité, justement, prévention des chutes, nutrition. Et désormais, il y a également les ateliers autonomie numérique. Donc en fait, les personnes âgées qui rentrent dans ces programmes vont avoir en corollaire une possibilité de rentrer dans une étude laboratoire de recherche. Donc on peut être comment dire, fier à La Réunion de pouvoir mettre en place ces programmes qui demandent à être confortés, à être étendus à une plus grande échelle pour que ça vienne en service aux populations âgées. Donc le maintien de la robustesse, on dépiste précocement la fragilité, on met en place en synergie des actions au sein de cette communauté professionnelle territoire de santé pour aller vers. Donc le aller vers, il est très important parce qu'on connaît le frein qu'il peut avoir géographiques, sociaux, culturels. Les personnes peuvent avoir une représentation des fausses croyances et penser que le sport n'est plus pour moi, mal est plus capable, santé grand monde. Et donc on va essayer de démystifier ça et d'aller au plus près des personnes en hyper proximité dans les maisons de quartier avec le relais des CCS, de la maison sport santé, des offices municipaux des sports, dans le cadre des contrats locaux de santé, en partenariat également avec les mutuelles. Voilà, faire un écosystème, on va dire, vertueux comme ça, où chacun trouve sa place dans le parcours de soins personnalisé qui est proposé aux personnes âgées. Donc avec toujours le pendant 5P, ICOP, qui sont des expérimentations vraiment modernes et qui rentrent dans le cadre de l'article 51 de la loi sur la sécurité sociale. Puisqu'on parle de sport sur ordonnance également, de remboursement, de l'activité physique. Donc tout ça est en mouvement et c'est important que l'on accompagne ces projets. Donc un modèle d'organisation efficace, un modèle économique acceptable et l'enjeu étant le maintien de l'autonomie pour que les seniors restent gaillards et continuent de vivre en bonne santé. Voilà, merci Jamil. C'est très intéressant ce maintien de la robustesse. Donc on va continuer sur le niveau différent. Donc là c'était le premier niveau, c'était vraiment le repérage. Maintenant on arrive au deuxième niveau. C'est-à-dire, on a déjà repéré les fragilités, on a une suspicion de perte d'autonomie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est bon. Alors, le deuxième niveau, c'est l'évaluation de la perte de l'autonomie, s'il y a une suspicion. Et puis, c'est une orientation. C'est déjà un grade supérieur en disant qu'est-ce qu'il faut faire. Effectivement, on suspecte une perte d'autonomie chez la personne. Alors, il y a le service du département, le service APA gérontologie ou le service action de santé, qui ont donc une équipe médico-sociale composée de médecins, infirmiers, travailleurs sociaux, et qui vont aller au domicile des personnes âgées pour évaluer justement à leur demande leur état de santé et leur état de dépendance. À partir de là, on établit un plan d'aide personnalisé pour voir effectivement qu'est-ce qu'on propose
comme plan pour pallier à la perte d'autonomie de cette personne. Et ça peut être de l'aide humaine qu'on va attribuer, ça peut être des aides techniques aussi. Et tout ça, il y a un financement donc conjoint, il y a un financement de la personne, mais surtout du département aussi. Ça peut être un financement de la conférence des financeurs aussi, qui fait que bon, tout ça concorde à l'objectif, c'est vraiment le maintien de l'autonomie. Et qu'est-ce qu'on peut apporter à la personne pour que la personne garde cette autonomie le plus longtemps possible. Effectivement, la personne entre en perte d'autonomie à partir du GIR 4. Tant qu'il est en GIR 5, 6, on est alerté. Et l'objectif, c'est que la personne qui entre en GIR 4, il reste en GIR 4. Il ne faut surtout pas qu'il descende en GIR 3 ou 2. Ça veut dire qu'il y a un souci. Voilà. Donc l'objectif vraiment de ces aides-là, c'est ça, maintenir cette autonomie-là. La conférence des financeurs, je laisse Elodie intervenir là-dessus. Bonjour, je suis Elodie Beck, je suis chef de projet autonomie auprès du département. En fait, du coup, moi, je vais intervenir davantage sur la conférence des financeurs. C'est un dispositif qui est apparu en 2015 avec la loi qui a réformé la PA et qui intervient en sus de tous les dispositifs qui existent, donc l'APL, l'aide ménagère. Donc c'est avant tout un programme qui réunit plusieurs acteurs. Donc le département, en chef de file, le GIEVA qui était cité tout à l'heure, qui est géré par les services de sécurité sociale, ils sont très actifs. Et cette conférence, en fait, elle est destinée à ce que il y ait davantage d'actions de prévention qui soient mises en place pour les personnes âgées. Donc on a financé à peu près 40 actions en 2021 pour un total de 1,2 million à peu près, dans le cadre des actions d'accompagnement des aidants par exemple. Donc il y a des processus bien ciblés et bien définis. Donc il y a des actions collectives de prévention suite à des appels à projets en fait, qui ont des procédures particulières et de sélection et d'évaluation. Le but étant de garder le lien social, de lutter contre l'isolement, on en parlait hier, d'améliorer la santé globale et le bien vieillir, et de préparer à la retraite avec un accès aux droits, et de revoir, d'agir sur l'habitat et le cadre de vie. Donc on a aussi du financement d'aide technique, en plus de ce que propose l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc il y a des choses du type scooter ou rampe d'escalier qui sont potentiellement financées pour adapter le logement de la personne âgée. Donc Anna, on peut... Donc ça c'est la conférence des financeurs. On a d'autres aides qui sont mises en place et vers lesquelles on oriente nos bénéficiaires. Par exemple, on a le chèque santé. Donc le chèque santé, il est destiné aux personnes qui ont plus de 60 ans. Et c'est une aide financière qui permet à ceux qui bénéficient de la complémentaire santé solidaire qui est donnée par la sécurité sociale de pouvoir financer le surplus qui reste à leur charge. Donc, soit 25 €, soit 30 € en fonction de leur âge. Donc le département prend en charge la totalité du reste à charge. Cette aide est essentielle. Elle n'existe qu'à La Réunion. Il n'existe pas de prise en charge de ce type en métropole. Donc c'est une aide volontariste qui a été mise en place dès 2007 et qui permet justement à de nombreux Réunionnais qui n'avaient pas accès aux soins, qui devaient payer des frais de mutuelle complémentaires et qui ne pouvaient pas y accéder, de pouvoir accéder à cette complémentaire santé et de pouvoir accéder aux soins. Et donc accéder aux soins, c'est vraiment prévenir la dépendance. C'est déjà un premier pas. Donc on l'a identifié dès 2007. On l'a mis en place en 2007, mais on l'avait déjà identifié bien auparavant. Et en 2007, c'est là qu'on a décidé de mettre en place ce dispositif qui vient en complément de ce qui existe déjà. Alors je tiens à dire que avec les nouvelles lois de financement de sécurité sociale et autres, et le 100% santé,
beaucoup de personnes âgées ont pu accéder à des soins dentaires, à des soins auditifs, à des appareils auditifs notamment. C'est une première parce qu'ils n'avaient aucun reste à charge. Donc il y a vraiment une politique qui est mise en place au niveau national, mais au niveau local. On l'a mise d'abord en place au niveau local, mais on a été suivi au niveau national pour que tout le monde, la grande majorité, puisse accéder à des soins sans reste à charge. Donc, je tenais à insister sur cet aspect. Donc, je laisse la parole à Stéphanie Vergoz qui va nous parler un peu plus du rôle des aidants. Bonjour, donc Stéphanie Vergoz, je suis directrice du GIPSAP, Groupement d'intérêt public pour le développement des services à la personne. On a pour mission, nous, d'accompagner, de soutenir donc, les proches aidants de la Réunion pour justement intervenir dans cette politique de prévention de perte d'autonomie. Alors, on parle beaucoup de la perte de prévention d'autonomie des personnes âgées, mais ce qu'on constate, nous, au domicile, c'est que le proche aidant aussi, lui aussi, est en perte d'autonomie, puisque s'occuper d'un proche âgé dépendant ou en situation de handicap, ça nécessite effectivement un accompagnement assez lourd et quotidien. Et pour cela, il faut pouvoir être formé. Ce n'est pas le cas de nos proches aidants forcément. Et on retrouve que les conséquences pour les aidants sur la santé physique et morale. Et on peut repérer chez ces aidants des signes de fragilité qui peut aussi amener à des conséquences sur le long terme. Donc l'idée de prévenir la perte d'autonomie, c'est à la fois des personnes âgées, mais des proches aidants. C'est pour ça que dans le cadre de notre accompagnement auprès des proches aidants, c'est de les former à la prise en charge, mais c'est surtout aussi de les sensibiliser justement à cette question de la fragilité. Donc nous mettons en place tout au long de l'année des actions de formation sur les territoires pour justement permettre aux aidants déjà d'être sensibilisés à un certain nombre de maladies qui pourraient effectivement survenir par rapport à ce rôle d'aidant. Mais l'idée, c'est de pouvoir aussi leur donner des outils pour déjà s'auto-évaluer et pouvoir aussi repérer des signes de fragilité de leurs proches. Puisque beaucoup nous le disent, lorsque survient la perte d'autonomie, c'est déjà trop tard, des fois pour la personne âgée, parce qu'effectivement, ils n'ont pas su repérer des signes avant-coureurs, comme on dit. Donc l'idée, c'est vraiment d'anticiper cette perte d'autonomie du proche, mais aussi du proche aidant. Surtout qu'à La Réunion, en grande majorité, ce sont des femmes qui sont des proches aidantes, âgées chez nous, qui sont inscrites au GIPSAP à peu près 58 ans. Donc on est déjà dans cette tranche d'âge où on commence déjà à être dans une phase un peu de déclin, entre guillemets. Donc l'idée, c'est vraiment d'anticiper et de prévenir cette perte d'autonomie le plus longtemps possible. Aujourd'hui, on parle de personnes âgées, mais cette prise de conscience, elle doit l'être depuis étant petit. Puisque nos actes d'aujourd'hui vont être les conséquences de demain. De toute façon, on voit bien pour des gens qui ont peut-être travaillé qui ont fait des travails assez pénibles, les conséquences, on les ressent. Quand on va prendre sa retraite, c'est là qu'on ressent les conséquences de ces années de travail, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'inscrire dans son quotidien des comportements qui nous permettront justement d'anticiper notre propre vieillissement et d'anticiper effectivement cette perte d'autonomie qui aujourd'hui à La Réunion est compliquée, puisque hier on le disait, à La Réunion on entrait plus précocement dans la dépendance, contrairement à la métropole où à La Réunion c'est à partir de 60 ans. Tandis qu'en métropole, à partir de 65, 70 ans. Donc tout ça est lié à notre hygiène de vie. L'idée, c'est vraiment d'anticiper toute cette problématique d'entrée en dépendance. Donc voilà, le programme que nous proposons au niveau des proches aidants, c'est à la fois de pouvoir être sensibilisé à cette question de la fragilité, mais c'est aussi de pouvoir repérer ces signes et pour rapidement en référer, on va dire, à son médecin pour que puisse mettre en place un parcours
parcours de soins et de santé nous permettant justement de ralentir cette dépendance. On peut parler aussi des aidants comme des acteurs, on va dire, de prévention, mais on a aussi des professionnels qui interviennent au domicile, comme les aides à domicile, qui sont souvent au domicile de ces personnes âgées, qui peuvent aussi être des acteurs, qui peuvent identifier ces fragilités chez ces personnes âgées. Donc nous, on a aussi dans nos missions d'accompagner donc ces professionnels à mieux repérer les signes de fragilité auprès de ces personnes dont ils ont la charge au domicile. Donc l'idée de faire de la prévention, ça questionne tout un chacun. Donc on doit tous être acteurs à la fois de sa propre perte d'autonomie, mais aussi de veiller à ce que autour de nous aussi, nos parents, nos grands-parents, nos enfants puissent aussi intégrer, comme je vous disais tout à l'heure, des comportements pour éviter, on va dire, cette entrée en dépendance précoce qu'on connaît à La Réunion. Donc, voilà. Merci Stéphanie. On va continuer donc la réflexion sur la prévention de la dépendance, toujours en ayant déjà les signes d'alerte, en ayant déjà repéré les fragilités. Je laisse la parole à Daphné qui va nous parler de l'accompagnement, de la consultation mémoire, justement, poser un diagnostic. Mais je suis fragile, mais qu'est-ce que j'ai? Est-ce que vraiment j'ai quelque chose? C'est important parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir aussi agir et faire de la prévention. Je vais me mettre là-bas, ça va me donner un peu d'énergie puisque les fauteuils sont trop confortables pour moi. Donc oui, merci Docteur Daubinet pour l'invitation. Mais vous ne mettez pas derrière moi par contre, allez, installez-vous vraiment, ils sont très très bien. Alors je m'appelle Daphné, de formation je suis neuropsychologue. Donc neuropsychologue, c'est un professionnel qui va voir un petit peu ce qui se passe dans le cerveau et qui va faire le lien avec les capacités de la personne. Alors souvent, qui déjà ici n'a plus trouvé ses clés, a pensé qu'il a mis ses clés dans le frigidaire, a mis peut-être les papiers dans une armoire et ne trouve plus où sont les choses, ne sait plus ce qu'il a mangé hier. Donc on a tous ces petits... Alors pas de panique, mesdames, vous êtes trop jeunes pour développer une maladie d'Alzheimer. Mais on a tous ces petits moments là où on se dit, ça y est, la maladie d'Alzheimer arrive, je perds la mémoire, je deviens fou. Un petit tremblement ou un verre d'eau qu'on n'arrive plus à tenir, on se dit, ça y est, j'ai la maladie de Parkinson. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc soit on reste comme ça à se dire et à paniquer et à affoler. Voilà, ce qui peut être le cas de Stéphanie. Elle va rester comme ça, elle va s'affoler, mais elle ne va pas les consulter. Ou alors on a la possibilité d'aller consulter un professionnel. Donc normalement, c'est le circuit de la consultation mémoire. Dès qu'on a ce qu'on appelle une plainte cognitive, un problème de concentration, de mémoire, d'attention, le manque du mot, vous savez, au lieu de dire est-ce que tu peux me passer la table? Ah non, la chaise, enfin le papier, quoi. Voilà. Vous voyez ce manque du mot qu'on a? Tout ça sont des petits signes qui peuvent inquiéter. Rassurez-vous, la fatigue est souvent la première cause. Donc la consultation mémoire, qui est un dispositif qui existe à La Réunion. C'est un dispositif, c'est un centre de dépistage des maladies du cerveau, en gros, pour les adultes. Donc on va y rencontrer un neurologue ou un gériatre. Ensuite, on va y rencontrer un neuropsychologue comme moi qui va vous faire plein d'exercices pendant 2 ou 3 heures pour essayer de comprendre quelle fonction du cerveau fonctionne bien ou laquelle ne fonctionnerait moins bien. Il va y avoir un IRM, un scanner, une prise de sang, parfois une ponction lombaire, etc., etc. Et avec tout ça, tous ces examens-là, le neurologue ou le gériatre va pouvoir dire oui, il y a une maladie d'Alzheimer, une maladie de Parkinson ou d'autres, ou alors non, il n'y a rien de tout ça, c'est plutôt une dépression, c'est plutôt un épuisement professionnel, un burn-out, etc. Donc ça, c'est toute la phase un petit peu de dépistage pour dépister quand on a des petites inquiétudes. Donc si vous avez des inquiétudes, le contact, c'est votre médecin traitant qui pourra vous orienter vers une consultation mémoire. Il y en a 4 à La Réunion. Dans l'Est, il y en a une donc dans les centres hospitaliers. Donc il y en a une au centre hospitalier de l'Est, dans le Nord, à Belle-Pierre, au Shore. Et il y en a une également à Saint-Pierre, avec une consultation mémoire avancée à Saint-Joseph, si je ne me trompe pas. Et une autre consultation en libéral, du coup, qui, elle, se fait avec les neurologues en libéral. Donc vous avez le petit prospectus, je crois, sur vos chaises de MND & Co, qui est la consultation mémoire en libéral. Vous pouvez contacter cette association pour demander un bilan mémoire. Et si vous préférez passer par le secteur hospitalier, c'est aussi possible. Il y a parfois un petit peu plus de délai d'attente, mais voilà.
Donc ça, c'est sur la consultation mémoire. Est-ce qu'à ce stade, vous avez, je sais qu'on est très pris par le temps, donc est-ce que vous avez des questions simplement sur le dépistage avant que j'aille sur la suite? C'est bon? Ok. Et sur la suite, alors souvent on se dit, ok, on va poser un diagnostic, on va parler de maladie d'Alzheimer. Vous avez tous entendu que les médicaments pour la maladie d'Alzheimer ne sont plus remboursés, puisqu'a priori ils ne marchaient pas. Pour faire court, hein, je fais court. Donc on se dit, à quoi bon? À quoi bon aujourd'hui savoir si j'ai une maladie d'Alzheimer ou pas, vu qu'il n'y a pas de traitement? Alors c'est une pathologie qui ne va pas, notamment pour la maladie d'Alzheimer, mais pour la maladie de Parkinson, il existe beaucoup de traitements très variés, très diversifiés. Mais ce n'est pas forcément la maladie qu'on va soigner. Oui, c'est une maladie qu'on ne soignera pas. On ne va pas guérir de la maladie d'Alzheimer. Par contre, on peut calmer les différents symptômes. Calmer la mémoire, faire que la mémoire ne se dégrade pas trop vite. Calmer les troubles du sommeil, par exemple. Calmer les déambulations. Tous les petits symptômes qui sont associés avec cette maladie, on va pouvoir les apaiser, éviter qu'ils se dégradent trop vite. D'où l'importance du coup d'un accompagnement qui, lui, est à la fois médical, avec toute la partie des traitements, des paramédicaux pour stimuler, etc. Et éviter que la maladie se dégrade trop. Il va y avoir toute la partie sociale, donc avec tout le plan d'aide sociale, où là, voilà, toutes les aides du département et d'autres dispositifs qui peuvent du coup aider à soutenir cette maladie et cette prise en charge. Et toute la partie psychologique, vous parliez tout à l'heure de l'état psychologique. Alors souvent, moi je suis psychologue de formation. Je ne le dis que très rarement quand j'interviens dans les familles, puisqu'en général on me ferme la porte au nez en disant « je suis pas fou, merci, au revoir ». À La Réunion, on a un petit peu la représentation que quand nous savons voir un psychologue, c'est parce que notre tête n'est plus bon. Rassurez-vous, il n'y a pas trop de psy, là, je suis la seule. Bon, les psys sont souvent plus fous que les fous, hein, donc rassurez-vous, je vois qu'il y a le PSMR pas très loin. En tout cas, l'avantage d'aller voir un psychologue ou un coach, je vois que ça en fait rire et que vous aviez déjà le diagnostic que les psys étaient plus fous que les fous, mais c'est une vérité. Donc rassurez-vous, ce n'est pas que pour ça. Un psychologue peut aussi accompagner une prise de décision. Est-ce que voilà, je m'inquiète, est-ce que je vais consulter ou pas? Je me sens fragile, le passage à la retraite était difficile, je m'ennuie depuis que je suis passée à la retraite, j'ai plus confiance en moi, j'ai l'impression que je ne vaux rien, etc. Ça s'appelle pas être fou, ça s'appelle être humain, avoir des sensations et des émotions qui sont tout à fait normales. Et cette transition, notamment du passage à la retraite, on passe d'une vie folle à une vie où du coup on va ralentir tout ça. Et parfois, ça peut générer des fragilités, qu'elles soient physiques, motrices ou alors cognitives dans le cerveau. Donc c'est intéressant quand même malgré tout de consulter. Puis il y a des bons psys et des moins bons et il faut bien choisir. Mais en tout cas, voilà, l'état psychologique, les relations sociales, tout ce que le docteur Daubinet a évoqué tout à l'heure, sont des facteurs de risque pour développer une maladie d'Alzheimer. Souvent, on me dit, qu'est-ce que je peux faire pour éviter? Voilà, j'ai 40 ans, qu'est-ce que je peux faire pour éviter une maladie d'Alzheimer? Eh ben, l'alimentation reste quelque chose de très important. La pratique de l'activité physique adaptée, c'est prouvé que l'activité physique va venir stimuler des zones du cerveau et limiter le déclin cognitif. Donc ça veut dire que pour éviter d'avoir une maladie d'Alzheimer, marcher, mangerbouger.fr, il faut suivre tout ça. Mais en effet, faire de la marche, par exemple, limite les effets, la dégradation d'une pathologie comme celle-là. Et si vous marchez avec des camarades et qu'en même temps, vous papotez, vous tchatchez, vous racontez la veille, l'avant-veille et le demain, c'est encore mieux puisque ça va rajouter des stimulations au niveau du cerveau et tout ça va permettre de limiter un petit peu le déclin des personnes. Donc si vous avez des inquiétudes, et je conclus puisque j'imagine que si vous commencez à bouger, c'est pour me dire que le timing est restreint. Simplement pour conclure en tout cas sur cette question de la dépendance et des fragilités, ce qui est compliqué quand on avance en âge, c'est cette peur un petit peu de se dire mais si je commence à trop dire que je suis en fragilité, on va me priver de mes choix, on va me priver de mon libre arbitre, on va m'enlever de chez moi pour m'emmener en maison de retraite, mes enfants vont venir commander et gérer un petit peu la maison, donc je ne préfère rien dire. Alors c'est un pari qui peut être bancal parce que si demain il y a une catastrophe qui arrive, du coup ça va être compliqué de mettre les choses en place. Mais quand on avance en âge, en effet, parfois on préfère ne pas savoir et ne pas voir parce qu'on a peur d'être privé de ses droits, etc. Pour ceux qui connaissent cette période et ce passage-là, il n'est pas toujours évident parce que socialement, on perd notre statut, les enfants commencent à devenir nos propres parents. Et donc tout ça, on se sent dépossédé un petit peu de son choix de vie, de son libre arbitre, etc.
Consulter permet souvent, en tout cas, d'anticiper ces fragilités et d'éviter des catastrophes. Anticiper un risque de chute, ça évite d'aménager la maison, ça évite d'avoir une fracture du col du fémur et d'être alité pendant 4 mois. Faire des examens, par exemple, pour la mémoire, ça permet de mettre des choses en place pour éviter qu'une maladie d'Alzheimer aille s'installer trop vite. Faire de l'activité physique adaptée permet d'avoir un tonus suffisant pour éviter d'être fragile, de chuter, d'être en difficulté dès qu'on a quelque chose à porter, etc. etc. Voilà. Donc la prévention, oui, en France, on n'a pas une grande culture de la prévention, on a une culture du pompier, de la gestion des urgences, on sait éteindre les feux, on sait gérer les phases aiguës, mais du coup, voilà, à anticiper un petit peu plus, parfois, ça peut éviter certaines catastrophes. Et à ce titre-là, en tout cas, si vous voulez des renseignements là-dessus, il y a MND & Co, le GIPSAP aussi peut vous orienter. Le département aussi peut orienter sur ces questions-là. Votre médecin généraliste ou parfois le remplaçant du médecin généraliste qui, du coup, lui, va voir un petit peu les choses que le médecin ne voit plus. Mais toutes ces personnes-là, tous ces professionnels-là, tous ces dispositifs-là sont autour de vous pour justement anticiper au mieux l'avenir et le vieillissement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Gardez le micro, gardez-le. Alors, pour vous donner un peu le mode d'emploi, là, moi je vais poser quelques questions et ensuite je passerai le micro au public. Ce sera des questions collectives, il faudra y répondre. Voilà, confronter vos points de vue, dire si vous n'êtes pas d'accord. Mais sur le sujet de la dépendance, finalement, est-ce que c'est aux personnes elles-mêmes de se prendre en charge ou alors c'est vraiment aux proches de jouer un rôle d'alerte? Est-ce que finalement c'est un sujet familial, collectif? Moi, c'est un peu ce que j'ai entendu aussi au cours de la conférence. Comment situer par rapport à ça? Oui, alors effectivement, ce que je disais tout à l'heure, la prévention, c'est vraiment, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde, pas forcément la personne âgée elle-même, hein, mais ça peut être l'aidant, ça peut être la petite fille, ça peut être les enfants qui vont penser à dire oui, effectivement, mamie, il y a des fragilités. Au fait, là, c'est collectif. Hein. Il faut qu'on ait vraiment une culture de la prévention. Et c'est pas à un certain âge qu'on va réfléchir sur les choses. Alors, il y a différents niveaux de prévention, effectivement. Les messages qu'on va dire aux enfants, c'est différent. Les messages qu'on va dire aux jeunes, ados, et puis aux adultes d'un certain âge, c'est différent. Mais ce qui est important, c'est qu'en fonction, justement, il faut bien cibler. En matière de prévention, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Je faisais à Madagascar de la prévention sur la mortalité infantile, hein, qui est très élevée. Alors j'allais voir les pédiatres, tout ça, les puéricultrices. Je dis écoutez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de mortalité? Où en est la vaccination et tout? Pendant des mois, j'ai fait ça. J'ai eu aucun résultat. Après, je me suis dit tiens, pourquoi ça ne marche pas? Et c'est là que j'ai demandé à quelqu'un mais ton enfant, tu l'emmènes où quand c'est ton bébé? Il me dit mais je l'emmène chez la sage-femme. Ah, donc je dis, tiens. Donc, du coup, j'ai dû réfléchir en disant, au fait, si je veux faire de la prévention, c'est auprès des sages-femmes que je vais faire de la prévention pour les bébés. C'est pas auprès des mamans, c'est pas auprès des pédiatres. Donc, souvent, c'est très difficile comment faire passer le message, à quel moment, à qui. Et voilà, c'est très compliqué. Donc, il faut vraiment que tout le monde s'y mette. Et c'est pour ça qu'il y a de l'expérimentation. Parce que même l'OMS, à notre stade, est encore obligé d'expérimenter pour voir vraiment qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, quoi. Voilà. Les bonnes idées sont les bienvenues. Peut-être une autre réaction? Oui, juste peut-être pour compléter, en matière de prévention, vous disiez qui, quand, comment. Et alors en effet, il y a l'entourage, il y a le secteur médical. Souvent, il y a aussi la question du rythme de la personne. C'est-à-dire qu'il faut d'abord un temps de prise de conscience de « tiens, je suis fragile ». Il y a ensuite ce temps d'évaluation de si je dis que je suis fragile, quelles seront les conséquences? Est-ce que vraiment on va m'aider? Est-ce que vraiment ce sera bénéfique? Et parfois, on a aussi l'impression que tant qu'on met sous le tapis, bon là c'est la psy qui parle, mais tant qu'on met sous le tapis et qu'on ne voit pas et qu'on n'en parle pas, ça n'existe pas. C'est là un petit peu que le pari est mal fait puisque ça continue à se développer. En tout cas, les fragilités sont là. Et elles, même si elles sont cachées sous le tapis et qu'on n'en a pas parlé, elles vont continuer à évoluer et à s'installer. Mais en effet, c'est pas simple. Et parfois aussi, on
a vu des familles alertées, je disais ça tout à l'heure, mais je vais le redire, je vais me permettre, et pardon. Des familles vont voir le médecin généraliste, qui est le médecin de famille parfois depuis 20, 30, 40 ans, qui va dire « Mais non, c'est la santé vieux monde, ça, c'est un peu de fatigue, mais vous vous tracassez pour rien, mais je connais très bien monsieur Untel, il est juste fatigué, il faut qu'il arrête, etc. » Et c'est parfois le médecin remplaçant qui va réagir en se disant « Bah oui, non, il y a quelque chose. » Et l'affect, le côté affectif qu'un médecin généraliste de famille va développer peut parfois faire en sorte qu'on ne voit pas tous ces petits sujets, enfin ces petits points de fragilité. Et la dernière chose que je voudrais dire sur la prévention, c'est que, encore une fois, voilà, on a l'impression que parce qu'on va... À quoi ça va servir? La question, c'est, je vais prévenir, vaut mieux prévenir que guérir, mais à quoi ça va servir? Est-ce que vraiment il y a les outils qui vont m'aider? Et en effet, ces outils-là de prévention ne sont pas visibles et pas assez développés, mais ils existent. Très bien. Je voulais également... Je voulais juste rajouter, en fait, on n'a pas de culture de prévention en France, et enfin de manière générale, dans le monde, et on est dans le curatif. Donc même là, on parle de prévention des fragilités, enfin de détecter les fragilités. On est déjà dans la détection des fragilités. Mais en fait, ce qu'on doit faire, c'est aller dès le plus jeune âge sur la nutrition, sur l'éducation, sur les bons usages. Donc c'est dès notre plus jeune âge qu'on va pouvoir déjà mettre en pratique ce qu'il faut pour pouvoir avoir une vie la plus longue possible. Donc ça commence parce qu'on a des points santé, on a des choses qui existent mais qui ne sont pas assez valorisées. Par exemple, le point info santé du département va intervenir dans les lycées sur la nutrition, sur les modes de vie sains, sur les addictions. Et ils interviennent très jeunes, mais pour un impact beaucoup plus tard, en fait. Donc, ce n'est pas encore assez valorisé et les structures, les institutions ne font pas encore assez appel à ce qui existe actuellement. Donc, il faut prévenir. Il faut repérer ces fragilités, mais il faut qu'on ait, je pense, un mode de vie différent, une approche différente, parce que notre prévention, elle doit débuter dès le plus jeune âge, en fait. Elle doit commencer bien avant qu'on ait 30 ans, qu'on ait 20 ans. Et c'est dès l'enfance qu'on va réussir à mettre en place des choses pour avoir une vie la plus longue possible. J'avais une autre question, et peut-être que le public veut... Il y aurait quelqu'un qui voudrait poser une question dans le public? Non. Je pourrais peut-être juste intervenir, peut-être pour ajouter aussi. Et, la problématique aussi à La Réunion, c'est qu'on disait tout à l'heure qu'on entrait plus précocement dans la dépendance. C'est qu'avec l'allongement de l'espérance de vie, on peut vivre plus longtemps et c'est bien, mais à La Réunion, malheureusement, on vit avec des pathologies. Et c'est là, en fait, la problématique, c'est de vivre vivre longtemps avec des pathologies, par exemple des gens qui sont dialysés, des fois très jeunes, et au final, qui peuvent être dialysés jusqu'à la fin. Et c'est là, en fait, le vrai problème aussi, c'est de vivre longtemps, mais avec des pathologies. Et c'est ça qu'il faut éviter. Déjà, d'entrer le plus tard possible dans la dépendance et de pouvoir bien vivre, en fait, son vieillissement. Et c'est tout l'enjeu, en fait, de l'accompagnement de la perte d'autonomie, c'est aussi de réussir ça, c'est de faire en sorte qu'on puisse vivre le plus longtemps possible, mais en bonne santé. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Mais justement, par rapport à cette question de dépendance, ça a été dit qu'on entrait plus tôt dans la dépendance à La Réunion. Est-ce qu'il y a des raisons structurelles à ça? Ou c'est juste un ensemble de situations personnelles? Comment on peut l'expliquer? Alors, il y a plusieurs facteurs là-dessus, mais on sait très bien que c'est culturel, mais il y a aussi les génétiques, parce qu'il y a le diabète qui arrive, qui est là. Il y a l'obésité qui est là, il y a toute l'alimentation, il y a le fait qu'il y a maintenant le changement de la société réunionnaise en très peu de temps, qui a fait changer les habitudes, tout ça, les habitudes de mobilité. Enfin, il y a plein de choses, ce qui fait qu'effectivement, on a quand même les soins qui sont là, un bon système de santé, mais malgré tout, c'est vrai qu'on a quand même tous ces facteurs-là qui fait que l'arrivée de l'hypertension, avec le diabète, avec les problèmes cardiaques, on n'a pas encore vraiment trouvé de solution pour reculer tout ça, en fait.
Et puis, pardon, peut-être aussi, je me souviens, moi, quand j'étais, il y a fort longtemps, quand j'étais au collège et au lycée, on avait les distributeurs de boissons sucrées, etc., qui a été interdit entre-temps, là, devant les lycées. Ça, c'est un investissement de prévention qu'on va voir. On va voir les résultats de ces campagnes-là auprès des jeunes sur l'alimentation. On va les voir dans 50 ans, éventuellement avec un taux d'AVC, par exemple, qui va baisser, puisque tous les facteurs de risque de l'AVC, c'est ceux qu'on cumule à La Réunion, malheureusement, entre l'hypertension, le cholestérol et le diabète et le surpoids. Donc, on est champion du monde à La Réunion sur ces 4 maladies chroniques, en fait. Donc, on n'est pas très bon. C'est justement à cause de notre alimentation. On a gardé la même alimentation tout en étant tout le temps dans la voiture. Parce qu'en effet, nos grands-parents mangeaient un gazon de riz, un riz chauffé à 10h, mais ils étaient au champ de Cannes depuis 4h du matin, ce qui n'est pas du tout notre cas. Voilà. Ils se déplaçaient à pied, etc. Donc tout ça a fait que notre santé a évolué. Et là, le problème avec la prévention, c'est que c'est vraiment un investissement, mais sur du long terme. C'est-à-dire ce qu'on va investir aujourd'hui chez les jeunes, avec par exemple l'info.santé, etc., du département qui intervient dans les lycées, etc., pour cette prévention, on va avoir les résultats éventuels dans 30, 50 ans, 40 ans. Et ça, c'est compliqué aussi en France, parce qu'on aime bien le résultat tout de suite. Le curatif, c'est soigné ou c'est pas soigné. La prévention, on attend 40 ans avant de voir les résultats éventuels. Donc, c'est compliqué. Bonjour. Au niveau de la perte de mémoire, y a-t-il des traitements médicamenteux au niveau médical ou alors une gymnastique à faire au niveau du cerveau, essayer de faire travailler la mémoire? Alors, une fois qu'une maladie neurodégénérative est déclarée, oui, il y a des traitements qui peuvent limiter, qui ont montré plus ou moins leur efficacité. Avant, en tout cas, si on est avant un éventuel diagnostic, c'est pas une idée reçue que la pratique, en tout cas, de tout ce qui est mots fléchés, avec les chiffres, là, j'ai plus le nom, merci, mots fléchés, les mots croisés, les sudoku, etc. Tout ça est quelque chose de stimulant. Les relations sociales, on sait que les relations sociales est un facteur favorisant pour le maintien cognitif, c'est-à-dire rencontrer du monde, échanger. On sous-estime vraiment l'impact d'une conversation. Simplement, nous sommes en conversation. Vous êtes attentif à ce que je dis, vous êtes attentif aux mots, il y a quelque chose au niveau du vocabulaire, votre mémoire est enclenchée, votre mémoire de vos souvenirs, la mémoire des mots, etc. est enclenchée également. Votre visuel regarde mon langage non verbal, etc. Donc tout ça, c'est toutes les zones du cerveau qui sont stimulées et c'est quelque chose d'assez naturel. C'est-à-dire qu'on sait qu'en conversation, on a une stimulation qui est plus importante que si on faisait un exercice de 2 heures avec une neuropsychologue en mode bourrage de crâne. Donc vraiment, les relations sociales sont importantes et le fait de bouger. Un des facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer, par exemple, un des déclencheurs souvent, c'est une chute à cause d'un pas de porte mal fait dans la maison, une fracture du col du fémur, un alitement pendant 4 mois qui va faire un isolement. Et là, derrière, pouf, le déclin cognitif, il ne fait que s'installer parce que y a plus de... Voilà, au niveau moteur, c'est plus stimulé. Au niveau cognitif, ça ne l'est plus non plus. Et c'est une vraie catastrophe. Merci. Je voulais juste vous poser une question. La prévention, oui, je pense que c'est la clé de tout. Est-ce que vous commencez la prévention dès l'école maternelle ? Au niveau du département, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites, qui sont mises en place? Parce que c'est vrai, ce que vont apprendre les petits, ça va être beaucoup peut-être plus visible au niveau des familles. Elles vont peut-être faire plus attention quand c'est l'enfant qui va dire « Ah ben maman, tu sais, aujourd'hui j'ai appris ça, ce serait bien que tu le refasses à la maison ». Juste une question, est-ce que vous commencez étant plus jeune? Parce que vous parlez que des lycées ou des collèges. Ça se fait. Vous verrez le point Info Santé qui est juste là, qui est là aujourd'hui sur les addictions, mais qui intervient sur les petits, dans les écoles. Mais il faut qu'il y ait une institutionnalisation des choses, en fait, parce que il faut que les écoles... Il faut que l'éducation nationale vienne, parce qu'on a quelques agents du point Info Santé, et c'est vrai qu'ils agissent déjà dès le plus jeune âge sur les plus petits, sur les ados, et pour permettre d'avoir des habitudes de vie saines qu'ils vont répercuter d'ailleurs chez eux. Ça marche souvent comme ça. Donc on éduque les petits pour éduquer les grands. Donc en général ça marche, mais ce n'est pas suffisant. On le fait, mais on le fait aussi au niveau des PMI.
Oui. Donc là, les PMI, vous irez voir aujourd'hui, pareil, elles vont accueillir les petits. On va avoir des coloriages, par exemple, ce sera des légumes. On va les inciter on va leur montrer c'est quoi tel légume, tel fruit. On va leur dire qu'est-ce que tu manges. Ah, c'est pas bon pour les dents, pour le brossage. Enfin, on va déjà, dès les PMI, dès l'accompagnement de notre petite enfance, on va déjà essayer de mettre en place des choses pour avoir des habitudes saines. Mais bon, Oui, on est très vite rattrapé par la culture de masse. Le problème de la prévention, c'est tout un système qu'il faut qu'il y ait quelque chose par derrière aussi. Si on veut promouvoir les fruits et légumes, il faut aussi que la filière agricole de fruits et légumes pays soit aussi se suive. Et il faut aussi, en fait, c'est tout un système qu'il faut que tout le monde s'accapare. Il faut que tout le monde va dans le même sens. Parce qu'effectivement, on sait très bien la prévention contre le tabac, enfin la cigarette. On sait très bien qu'il y a c'est compliqué parce que ça rapporte, il y a aussi un système derrière qui fait que c'est ça. Hein, donc le système économique doit aller avec le système de prévention. Donc c'est vraiment quelque chose de général. Sinon on va ramer, puis au final pas avoir beaucoup de résultats parce qu'après les industries arrivent avec une grosse machine de tout ce qui n'est pas bon à manger, par exemple. Et voilà. Donc c'est un peu compliqué. Hein. Excusez-moi, je reprends juste la parole. Alors, on va conclure sur une dernière question. Et puis après, on va devoir conclure le débat. Bonjour à tous. Du coup, merci pour votre intervention. Ma question, elle concernait surtout l'intérêt des aides techniques. Vous en faisiez référence tout à l'heure. Le frein principal, en tout cas, qu'on rencontre à ce jour, c'est la question du financement. Donc, vous faisiez référence à la conférence des financeurs. Est-ce que vous pouvez nous dire éventuellement quels sont les critères pour pouvoir déposer un dossier auprès de la conférence des financeurs? Quelle est la différence avec les critères de financement de l'APA? Donc, c'est différentes questions par rapport à ça. La conférence des financeurs intervient au sus de l'APA et de l'aide ménagère. Donc, en général, elle intervient pour les bénéficiaires de l'APA et de l'aide ménagère, en tout cas au niveau département. Donc, c'est une aide financière qui va venir en plus de l'APA. C'est-à-dire que l'APA va financer certaines petites aides techniques, par exemple des barres d'appui, mais par exemple un monte-escalier qui coûte beaucoup plus cher, on ne pourra pas le financer via l'APA. Donc pour l'APA, vous avez un listing. Voilà, l'APA, il y a des plafonds selon les degrés de dépendance. Et du coup, quand il y a des aides nécessaires, on va solliciter la conférence des financeurs. Donc la participation de la personne âgée, si elle a une participation du moins, en général à La Réunion, elle est plutôt faible ou inexistante. La même participation va s'appliquer à la conférence des financeurs. D'accord. Donc sur les mêmes critères que l'APA. Sur les mêmes critères. Très bien, merci. Peut-être pour ajouter, le département effectivement finance les aides techniques, mais vous avez aussi les organismes privés comme les caisses de retraite, les mutuelles. Maintenant, de plus en plus de banques aussi peuvent venir aider à financer ces aides techniques. Donc, il ne faut pas hésiter aussi de vous rapprocher de vos caisses de retraite et de mutuelles et de vos banques, puisque de plus en plus, on appelle ça de la silver economy. Donc, de plus en plus, on va dire, d'entreprises vont venir proposer des produits, mais parallèlement, vous avez des financements qui vont se mettre en place justement pour permettre justement d'acquérir ce matériel. Donc, il ne faut pas hésiter. Le département est un acteur qui peut financer, mais il y a d'autres structures qui peuvent aussi financer ces aides techniques. D'autant que, sur les aides techniques, ce qui peut être aussi intéressant à garder en tête, c'est justement par rapport à la silver economy, à tout ce qui existe. Là, il y a beaucoup de lobbying sur les aides techniques, l'avancée en âge, etc. etc. L'idéal, c'est d'être accompagné par des professionnels, kinés, ergothérapeutes essentiellement, pour justement avoir le bon choix du bon outil et de la bonne aide technique, parce que acheter une aide technique qu'on vous aura vendue comme étant miraculeuse, exceptionnelle, ça c'est facile. Par contre, être sûr que cette aide technique vous aide dans le besoin que vous avez ciblé et qu'elle soit vraiment adaptée, ça c'est autre chose et ça fait appel à d'autres professionnels, d'autres corps de métier. Donc attention aussi aux aides techniques, je me permets, avec l'accompagnement d'un professionnel qui lui est habilité justement à pouvoir proposer la bonne aide bien adaptée. Et Jamil, je vous ai volé la parole, mais je vous en prie. Non, c'est pour revenir sur le débat général sur la prévention et conclure. Le Créole, il dit
nous vide la mer avec un coquillage. C'est-à-dire que tout ce qu'on disait tout à l'heure, le paradoxe entre passer les messages, dire yaka et faucon, c'est facile, mais il y a tout le système économique, l'alimentation, le fait qu'on se déplace moins, donc nous vide la mer avec un coquillage, mais si on se met tous avec notre coquillage, peut-être qu'on va finir par vider la mer. Il y a l'importance des solidarités familiales. C'est capital, c'est ce qui fait que dans les familles, les personnes peuvent avancer en âge et vieillir en bonne santé. C'est quand ces solidarités-là se délitent que les problèmes se posent. Et il y a beaucoup d'importance aussi dans le voisinage, ce qu'on appelle les pères aidants, parce que le département y est sensible, ou qui est le chef de file de la prévention. Il faut qu'on ait des ambassadeurs pour que les voisins les plus proches aient cet œil-là et on dise allons marcher, allons battre carré, allons acheter notre fruits et légumes ensemble pour aider les personnes qui sont plus en fragilité de continuer à vivre et avancer. Puis voir ces petits enfants bouger, c'est très important. Et pour les enfants, de voir les grands-parents continuer à bouger, c'est un cercle vertueux qu'on espère promouvoir. Merci Monsieur Gangat, c'était un beau mot de conclusion à cette conférence. Merci.